Bonsoir à tous. Equinox Soir, la première de la semaine. La présidentielle 2018 entame demain 6 novembre son dernier virage. Il sera donc un peu plus de 11 heures lorsque Paul Biya répondra à la question rituelle que dispose la loi portant code électoral en son article 140 alinéa 2. Comme par le passé, ce sera à Douce Souer. Ce serment que le président prête devant le peuple camerounais revêt une haute valeur symbolique. Le nouveau chef de l'État exprime ainsi sa fidélité aux institutions de la République, également à remplir les obligations qui sont celles de l'élu de la nation tout entière qu'il est désormais pour les 7 prochaines années. Paul Biya, acte 7, septennat d'ouverture ou de rupture. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Paul Biya, acte 7, septennat de rupture ou d'ouverture. Pour en parler ce soir, je suis avec Rodrigue Asako. Rodrigue, bonsoir. Achille Asako, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes. C'est un plaisir de me retrouver sur les antennes des Equinox Télévision ce soir. Voilà, vous êtes là pour le candidat Matomba, on va le dire comme ça. Vous êtes pour... Oui, journaliste et communicateur politique. Ouais. On accompagne les candidats jusqu'à la prestation de serment. Voilà. Je crois que c'est de bon ton. Jusqu'à la prestation de serment. Oui. Ok, voilà. Merci. Sur ce plateau également, Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les panélistes et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Voilà, Cyril Sambaka, elle m'a dit qu'il a 26 années à l'UDC. C'est bien cela? Ben, je suis un enfant de l'UDC. J'avais pas fait de politique avant. Oui. Donc, mon engagement politique a commencé à l'UDC. Comme je vous ai souvent dit, au plus bas niveau, c'est-à-dire que j'étais un militant tout simple. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, je suis le premier vice-président. Ok. Sur ce plateau également, pour la première fois, Diop Théophile Kobnan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Je veux dire monsieur le maire. Bonsoir Serge Alain. Oui, bonsoir. Très content d'être sur ce plateau ce soir pour partager avec vos fidèles spectateurs. Voilà, vous êtes maire SDF de la commune d'arrondissement de Douala-Troisième. Tout à fait. C'est bien cela. Bien vous sortez, on va le dire comme ça, du NEC, une espèce de palabre familial. Oui. Pourquoi ça revêtait ce caractère de palabre familial? Oui, parce que le linge sale se lave en famille. Oui. Nous sortons d'une élection où le parti a atteint son point de chute le plus bas. Nous n'avions jamais eu ce score depuis l'existence du parti. Donc il était question qu'on aille à ce NEC, pas pour se déchirer, mais pour se regarder comme les enfants d'une même famille et accepter que quelqu'un peut trébucher, tomber, mais ce n'est pas une raison pour qu'on considère que sa chute est une mort. Ouais. Donc nous nous sommes mis ensemble, on a parlé entre nous et je crois que les résolutions vont être publiques bientôt et vous comprendrez pourquoi nous avons baptisé ça palabre familiale. Ok, voilà, merci d'être venu. Le discours de demain, demain c'est le 6 novembre, malheureusement nous attendons Samuel Mout du RDPC. Demain c'est le 6 novembre, le président de la République va prêter serment devant le Parlement, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. C'est un symbole, c'est très fort là. Je pense que c'est une routine, ça devient une routine parce que je crois qu'il est le... L'élément nouveau c'est le Conseil constitutionnel. Oui, l'élément nouveau c'est le Conseil constitutionnel, mais je pense que c'est une routine parce que le président de la République, de mémoire d'un jeune de 40-45 ans aujourd'hui, c'est le seul président qu'il a vu en train de prêter serment. Donc, sur ce point, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et je me suis même aventuré. Dieu merci, ce que nous avons pu avoir pendant au Conseil constitutionnel, retransmis par les chaînes de télévision et autres, si vous allez n'importe où aujourd'hui, vous voyez des Camerounais qui sont intéressés par la chose politique. Ça veut dire que ce qui va intéresser les gens demain, c'est pas seulement le Adou ce soir. Je crois que c'est prévu qu'il y aura un discours. Le discours inaugural. Voilà, le discours, je crois qu'il sera très attendu, très écouté, mais je... Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez donc du discours du président? Ce que nous attendons, c'est effectivement ce que l'UDC a dit avant ces élections. Que les enjeux, c'est après les élections. Ces élections n'étaient pas forcément un enjeu. Vous comprenez? Donc pour vous, la présidentielle, on a tourné la page.
On va tourner la page demain, le 6 novembre. Vous pouvez faire autrement? Parce que tout le monde ne semble pas être d'accord. Oui, c'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce qui est véritablement important pour le Cameroun, c'est qu'est-ce qu'on fait demain. Oui. Qu'est-ce que le Cameroun va devenir demain. Oui. Est-ce qu'on continue avec le statu quo? Est-ce que le président de la République, n'est-ce pas, a envie que ce pays décolle? Donc c'est de ça qu'il est question. Et maintenant, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place? Est-ce que enfin nous pouvons avoir un consensus national? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les divergences que nous avons aujourd'hui viennent du fait qu'il y a un seul qui donne le cap. Or, on ne peut pas bâtir une maison, on ne peut pas bâtir un immeuble si on n'a pas de bonnes fondations. Et les bonnes fondations, c'est le Cameroun par tous et le Cameroun pour tous. Quand on a pris ça, à ce moment-là, toute l'ingéniosité qu'on peut avoir pour développer ce bâtiment va appartenir aux partis politiques qui concourent. Mais si la fondation est une fondation inconnue, vous ne savez pas ce que vous pouvez mettre là-dessus. C'est pour cette raison que le Cameroun est à recommencer. Le Cameroun est à bâtir. Et pour bâtir ce Cameroun, on a besoin de tous les Camerounais, on a besoin d'un minimum de consensus. L'enjeu donc, après la prestation de serment, c'est comment est-ce que on va gérer tout cela. Non, d'abord, écoutez, le discours, il est très attendu. À partir du discours, nous avons eu des discours, mais vous savez que ça n'a pas été suivi des faits. Vous croyez que le discours de demain, ce sera... S'il y a des calendriers, je pense que on va beaucoup plus... Vous avez justement parlé du contexte. Est-ce que le contexte est encore le même? Le contexte n'est pas le même. Voilà. C'est pour cette raison que je dis que ce discours est très attendu. Voilà. Ce discours est très attendu parce qu'il va fixer le cap. Et on va savoir si on peut enfin parler en tant que Camerounais et se regarder. Si on peut en tant que Camerounais bâtir ensemble, si on peut en tant que Camerounais asseoir les bases, n'est-ce pas, consensuelles du devenir du Cameroun. Ok. Camerounais par le passé. Et ouverture par rapport à ce que dit Cyril Sambaka, c'est-à-dire qu'on puisse enfin gérer le Cameroun comme des personnes qui font partie de ce Cameroun. Et pas qu'on ait l'impression qu'il y a une clique, un petit groupe, un groupuscule de personnes qui sont installées quelque part et qui décident pour la grande majorité sans tenir compte des aspirations de cette majorité-là. Donc, moi, je n'aimerais pas me retrouver à la place de Paul Biya. Ça, je vous le dis, hein. C'est-à-dire c'est une équation difficile. Oui, c'est très difficile parce que au soir de sa vie, en sachant que le temps qui lui reste à vivre n'est pas aussi important que le temps qu'il a déjà passé sur Terre, il voudrait certainement laisser une image, celle d'un bâtisseur. Mais a-t-il eu le temps, les moyens de bâtir? Que peut-il faire encore aujourd'hui qu'il n'ait pas essayé de faire par le passé? C'est pour ça que je dis que je n'aimerais pas me retrouver à sa place. C'est très, très, très difficile. Un contexte difficile, dans une ambiance un peu délétère, comme j'aime à le dire, personne du parti au pouvoir ne peut nous dire à quelle sauce nous serons mangés dans les 2 ou 3 prochaines années, hein, avec les nuages sombres qui s'amoncellent du point de vue économique. On n'est pas sorti de l'auberge. Et il faut tenir compte de tout ce contexte-là, inviter les uns et les autres, je vais dire, pas pour une fois, à manger, mais à travailler ensemble. Il faut qu'on puisse travailler ensemble désormais et que ce ne soit pas une affaire de quelques personnes qui sont installées quelque part et qui décident sans tenir compte de l'avis de la majorité. Ok, sur ce plateau, je l'ai dit, Job Théophile Kouamouo, vous êtes maire SDF, Douala 3e. Le président de la République qui va prêter serment demain et quelques instants, quelques minutes après, ce sera le discours inaugural. Beaucoup d'attentes par rapport au contexte. Beaucoup d'attentes parce que, en réalité, pour moi, je crois que ce sera le dernier serment qu'il va prêter. Moi, c'est ce que je lui souhaite parce que, imaginez-vous, il a prêté le premier un 6 novembre. Oui. C'est une clôture en beauté. Et clôture le 6 novembre. Moi, je crois qu'après ce 6 novembre-là, le président aura beaucoup de choses à faire. Parce que depuis pratiquement 4 mandats, il a fait les grandes réalisations, les grandes
ambitions, les grandes réalisations, maintenant les grandes opportunités. Je voudrais bien savoir de tout ce qu'il a fait de grand. Là, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que nous avons vu? Rien du tout. Moi, je crois qu'au soir de sa vie, il était important pour lui de remettre le Cameroun au moins. Et aujourd'hui, les Camerounais même ne se sentent même plus fiers de rester chez eux. Bilan, c'est les enfants qui meurent dans le désert, c'est les enfants qui meurent dans l'eau, dans le mer, et tout parce que tout le monde est fatigué de rester dans son pays. Chacun fuit son pays. Aujourd'hui, je souhaite au président que, après la prestation de serment, qu'il se mette résolument au travail et qu'il essaye de redresser les choses pour que le Camerounais au moins se sente fier d'être chez lui. Ok. Sur ce plateau également, madame, monsieur, Samuel Motte, il est expert comptable et président de section RDPC. Bienvenue Samuel Motte. Merci de m'avoir invité. Voilà, les usages veulent qu'après la prestation de serment, que le Premier ministre dépose son gouvernement, que le président nomme un nouveau Premier ministre ou bien le reconduise. Restons sur l'aspect du gouvernement. Vous pensez à un gouvernement consensus ou bien le président va, on va le dire comme ça, récompenser ceux qui ont participé à sa réélection? Je vous prends le cas du Nord. Sur les 21 934 voix obtenues par le président Biya, le Nord se réclame avoir œuvré à 47,56% de voix. Ça fait beaucoup sur les 72. Si on envisage la vie publique... Si on met les gens de Dieu, Momo et les autres qui disent qu'ils ont aussi mouillé le maillot, c'est difficile, comme disait Achille Assako, ce sera difficile pour le président Biya de former un gouvernement. Vous va contenter tout le monde? Non, rien de facile quand on arrive à ce niveau de l'État. Rien n'est facile, mais la difficulté ne venait pas nécessairement parce qu'il y a des récompenses à faire. Oui. Parce que pour ce qui me concerne, je ne suis pas sûr que l'engagement politique est lié à une recherche quelconque de récompense. Oui. Très souvent, quand on dit qu'on s'engage dans cette voie-là, on se met à la disposition de ses concitoyens. Et peu importe là où on est, quand on a apporté une pièce à l'édifice, ça veut dire qu'on a participé, on peut en être fier. Je ne suis pas très sûr que à la suite d'une élection comme celle-là, les gens vont se mettre dans une situation de dire comme j'ai apporté 50%, 60%, je pense que même Roger à peu près 60% et de toutes les façons... Le nom ne réclame pas seulement, le nom ne réclame pas seulement des postes ministériels. Il demande une meilleure représentative, pouvoir, les postes de décision. C'est ce que le Grand Nord demande. Tout ça, c'est des bruits de coulisses et de toutes les façons. Comment ça, avec 47%? Non, mais avec 47%, effectivement, ils ont pensé qu'à un moment donné, il y a ce score-là qu'il fallait donner au président de la République pour couronner l'homme d'État qu'il est, pour couronner le parcours qui a été le sien, pour couronner un certain nombre d'œuvres. Mais la recherche des postes ministériels là-dedans, il faut reléguer ça au second plan parce que de toutes les façons, et vous risquez de participer en excitant ce genre de propos, vous risquez de participer à tout ce que je vois ces derniers temps circuler dans les réseaux sociaux, qui consiste à dire qu'on va compartimenter le Cameroun et que de toutes les façons, il faudra qu'il y ait une représentation de part et d'autre en fonction des tribus, des régions, et ainsi de suite. Je suis sûr que le président de la République qui a bien vu comment ça se passe, quelle est la complicité de sa mission, il saura très bien choisir les hommes, d'où qu'ils viennent, peu importe les contributions qui seront les leurs, peu importe, il prendra les gens qui seront en mesure de remplir les missions que lui-même s'est fixé, des objectifs à atteindre que lui-même s'est fixé. Et de toutes les façons, je ne suis pas sûr que ça partira tout simplement des participations des uns et des autres. Sinon, il y a toujours motif. Ce sera le Premier ministre de la République du Cameroun et il faudra le prendre comme tel. Vous allez ouvrir, vous pensez qu'on peut ouvrir? S'il y a une opportunité. Il y a le PUR, s'il y a une opportunité. S'il y a une opportunité. Univers, en plus, le SDF même. Pourquoi pas le MRC? Le président de la République vous a montré à plusieurs reprises qu'il peut ouvrir. Rappelez-vous de ce qui s'est passé quand le MDR est entré dans le gouvernement, quand l'UNDP est entré dans le gouvernement. C'est un nombre d'ouverture par essence. Et donc là également, s'il nous apporte du bémol par rapport à la construction de ce gouvernement-là, en disant qu'il peut faire également entrer du sang nouveau, déjà premièrement, parce que l'ouverture également, ça peut aussi s'orienter vers la cooptation d'un certain nombre de personnes qui peuvent d'ailleurs aussi venir à l'intérieur du parti, en disant effectivement, comme c'est un septennat nouveau qui s'annonce,
On peut imaginer que également là, il peut faire avec de nouvelles personnes. Mais ça n'aura pas pour autant disqualifié les gens qui ont été autour de lui pendant de si longues années. Et si jamais il arrive de sortir du gouvernement, ce ne serait que tout à l'heure honneur d'avoir participé à l'édification du Cameroun. Ok. Sidi Sambaka, il y a des partis qui disent comme ça que la présidentielle est derrière nous. D'autres, le combat continue. Mais le dénominateur commun reste le code électoral. Ils disent que c'est mauvais. Oui. Avant de penser à 2019, il faut faire quelque chose. Oui. En même temps, quand on dit que le code électoral est mauvais, en même temps, il faut relever les insuffisances de l'opposition camerounaise. Parce que si on ne relève pas les insuffisances de l'opposition camerounaise, on risque de se tromper encore de jeu. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le code électoral, et que dans ce code électoral, on vous dit que le résultat est proclamé dans le bureau de vote. Il n'y a pas plus démocratique que cela. Vous comprenez? Oui. Il n'y a pas plus démocratique que cela. Mais quand en même temps, on vote un budget de 50 milliards de francs pour des élections et que les candidats n'ont droit qu'à 100 millions sur les 50 milliards, ça pose un problème. Parce que ces bureaux de vote qui sont près de 25 000 doivent être couverts. Or, la loi électorale, à ce moment-là, intervient avec plusieurs facettes pour dire qu'on prend en charge, on ne prend pas en charge. C'est gratuit, on prend en charge. Vous ne couvrez pas. Vous n'avez pas couvert les 24 988 bureaux de vote pour la présidentielle? Nous couvrons l'ensemble des bureaux de vote de la République, y compris dans l'arrière-pays, notamment dans mon village, qui est c'est pas moi, à 200 km de Douala. Nous couvrons l'ensemble des bureaux de vote. Mais là encore, je veux dire, là, lorsqu'il commence à évoquer les problèmes de moyens, les problèmes de moyens également les ressources sont issues du militantisme. C'est-à-dire que très souvent, dans notre parti, nous sommes souvent réunis en tant que fils de la localité pour nous cotiser de telle manière à ce que cette couverture-là se fasse. Et effectivement, quand il soulève ce problème, il a commencé, c'est pour ça que j'aime bien son intervention, il a commencé par décrier la faiblesse de l'opposition. C'est clair. Effectivement, sinon on arrive à une situation où on dit effectivement c'est les pouvoirs publics qui vont financer les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Effectivement, c'est peut-être une orientation qu'il faudra faire. Okay. Mais vous ne rentrez pas dans... Parce que là, vous êtes en train d'ouvrir également quelque chose. Vous n'entrez pas dans... Président Motte. Vous n'entrez pas dans... Attendez, laissez-moi conclure. Le président Motte fait semblant de ne pas comprendre. Vous permettez que Sidi Sambaka termine son propos? Oui, je dis que ce n'est pas possible qu'on soit dans un pays. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que le consensus est la base de ce qu'il va développer le Cameroun demain. Si on continue à subir, n'est-ce pas, le diktat du parti au pouvoir, un jour ça va exploser. Vous comprenez? Malgré toutes les bonnes volontés. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas me dire que les députés vont à l'Assemblée nationale, ils trouvent un budget de 35 milliards pour les élections. Ils l'augmentent à 50 milliards. Et on supprime les élections municipales et les élections législatives. Pour 2018. Et, voilà. Et on prend 30 millions de francs aux candidats pour leur verser 15 millions de francs pour couvrir l'ensemble. Comme appui. Est-ce que l'argent du contribuable camerounais appartient aux partis politiques qui gouvernent, ou bien il appartient à tous les partis? Alors si tout le monde est candidat, s'il y a des candidats, il faut qu'ils soient traités d'égale valeur. C'est-à-dire que s'il y a un budget de 50 milliards, il faut qu'il soit suffisamment explicite pour savoir ce que les candidats auront pour couvrir le territoire national complètement enclavé. Donc ça, c'est déjà fausser le jeu. C'est pour cette raison que je vous dis que quand vous parlez de gouvernement... La faute peut-être parce que la loi ne dit pas combien... Il faut donc qu'on y arrive, parce que, le flou là, il faut que ce soit clair, il faut que ça disparaisse, et quand vous parliez de tel ou tel qui va entrer dans le gouvernement, non. Il ne s'agit pas au Cameroun, et puis on voit ce dysfonctionnement, où d'un côté, il y a les affiches, les montres, les jogging, les ceci, les cela, déversés n'importe comment, hein, au point où d'autres même en ont encore plein de stocks dans leur domicile. Et puis de l'autre côté, on demande aux partis politiques, aux candidats de l'opposition de se débrouiller. On se débrouille comment? Alors ça veut dire que si nous n'avons pas un consensus, les Camerounais vont continuer à s'appauvrir,
pour que ceux qui sont riches se retrouvent autour d'un parti pour financer, afin que ceux qui sont pauvres, c'est-à-dire de l'opposition, demeurent pauvres toute leur vie. Donc il y a une attente terrible pour voir s'il y a une ouverture vers le consensus, s'il y a une ouverture vers la démocratie. Voilà, Achille Assako, oui, j'étais en train de dire, moi... Permettez, Achille. Oui. J'ai suivi votre leader ce matin, il pense plutôt que la session de mars 2019, l'Assemblée devrait se pencher sur l'étude du code électoral. Mais le code électoral est un code à problème. Oui. Et plus généralement, toutes les lois qui accompagnent même le processus électoral, le fonctionnement des institutions au Cameroun, sont problématiques. On vous distille comme ça des petits vides juridiques qui vous seront opposés le moment venu pour vous dire que non, de toute façon, c'est la loi qui est ainsi faite. Et il faut être... Et c'est là où le propos de Cyril Sambaka est extraordinaire, de brillant, c'est que il dit il faut être juste. C'est de justice qu'il s'agit. Quand il parle, par exemple, des sous-préfets qui sont appelés à la rescousse, il y a des cas comme cela partout. Non. Où l'administration se confond aux partis politiques. Celui qui ne peut pas comprendre aujourd'hui que le parti, le RDPC, au pouvoir, est devenu un parti État, a raté quelque chose dans la vie politique au Cameroun. Le RDPC a inféodé toutes les strates de la vie politique camerounaise, de l'administration, de l'armée, dans des endroits les plus inattendus. Et on vous oppose cela en vous disant, non, débrouillez-vous parce que de toute façon, vous savez, nous, on est les plus forts. Non, on ne peut pas construire un pays de cette façon-là. Je suis désolé, on ne peut pas tenir les autres à distance en... à chaque fois utilisant des moyens, soit dit en passant, légaux, étant donné que c'est nous-mêmes qui votons la loi, en les repoussant à chaque fois. Je prends un petit exemple. Et l'exemple du financement de la campagne électorale est extraordinaire. J'ai discuté avec un expert fiscaliste il n'y a pas longtemps, et M. Mott était partie prenante à cette discussion, où cet expert disait « l'État du Cameroun s'est comporté comme un voleur vis-à-vis des candidats à la présidentielle ». Vous avez fixé le montant du cautionnement, vous avez fixé la date de versement de la caution, mais vous n'avez pas fixé le montant à reverser en termes d'appui. Qui dit appui suppose quand même que vous donnerez quelque chose en plus de ce qui a été versé comme caution. Il ne s'agit pas de financer la campagne électorale des candidats. Non, faisons très attention. Mais il s'agit d'établir des règles qui sont connues de tous et qui peuvent être respectées. Ok, Dr. Fikorna, ce code électoral vous a quand même permis d'arracher des élus. Hein. Oui, je vais dire, oui, je vais revenir, avant de répondre à votre question, Serge, je vais dire, ce que venait de dire Samuel Mott, c'est pas vrai. Vous connaissez très bien ce qui se passe sur le terrain, sauf si vous avez ensemble comme d'habitude, hein, sur le terrain. Moi, je suis un homme d'action, je suis un homme de terrain. C'est les sous-préfets et les préfets qui mettent les gens dans les bureaux de vote. Même à Douala, ça saute qui nomme le président du bureau de vote. C'est nommé par le sous-préfet. Le représentant de l'ECAM, c'est les gens de l'administration. Le représentant de l'administration, tous les fonctionnaires, c'est des gens entièrement du RDPC. Tous. Donc dans le bureau de vote, à partir de ce fonctionnaire, c'est des fonctionnaires, monsieur le maire. Tous. Déjà que nous partons, attendez, laissez-moi finir. Non, je vous dis, on va déjà avec un déficit de nombre, parce que les trois premières personnes là, RDPC, représentant de l'administration, et les CAM, c'est le père, mère et enfant. Ce que Joshua aussi a dit à Clément Tangana il y a quelques jours. C'est la même chose. C'est la coalition. Il faut aller dans le coin de vote, pour ne pas dire à Douala 3 chez moi. J'ai vu des bureaux de vote où les candidats, des représentants des candidats arrivent à 8h50 que par rapport à la loi. Ce n'est plus assez. Et on prend un représentant, un militant de RDPC pour le remplacer. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé dans presque 100 bureaux de vote. Et résultat, vous n'avez pas droit au PV. Procès-verbal à la fin. Soyons honnêtes, c'est des histoires, c'est des petites manigances qui sont faites depuis le départ. Monsieur le maire, oui, je vous le dis, c'est l'apologie à la paresse là ou quoi? C'est pas la paresse. C'est l'apologie de la paresse que vous faites. Si la loi dit vous devez être là en temps et en heure, et que vous n'êtes pas là en temps et en heure. Monsieur nous avons des représentants qui ont été interdits d'entrer dans les bureaux parce qu'on leur demandait des badges. Surtout mes représentants. C'est-à-dire que quelqu'un a un mandat, on lui demande le badge. Ne faites pas l'apologie de la paresse, ne faites pas l'apologie de l'irresponsabilité. Quand la loi dit vous devez être là à 7 heures à l'ouverture du bureau de vote,
faute de quoi vous êtes susceptible d'être remplacé. Effectivement, vous le serez. Remplacé par qui? Pourquoi ne pas Par être le remplacé? président du bureau de vote. Oui. Attendez. Mais il y a plein d'amalgames dans ce que vous dites. Premier amalgame. Le président du bureau de vote est nommé par Elekam. Oui. Il y a un représentant de l'administration qui est nommé par le sous-préfet. Oui. Et il est admis que à côté de ces gens-là qui sont nommés par le représentant de l'ECAM et par le représentant de l'ECAM et par le sous-préfet, puissent assister au déploiement pour pouvoir sécuriser les votes des uns et des autres, les responsables des partis politiques. Ce truc-là, il faut le respecter. L'autre amalgame que vous faites, mon frère Sambaka dit ceci, à partir du moment où on a voté un budget de 5 milliards pour pouvoir financer les élections, dès lors qu'on a supprimé 2 élections, on peut organiser le Sassaye pour pouvoir donner de l'argent à tout le monde. Le budget de l'État ne se gère pas comme ça. Non, c'est pas ça. Attendez, mais justement, non. Vous avez évoqué le fait qu'il y a eu 2 élections qui ont été supprimées, donc on avait suffisamment d'argent à distribuer. C'est ce que vous avez dit. Sauf si... Non, cet argent était prévu pour cette année. Cet argent est allé où? C'était prévu pour toi. S'il y a 2 qui sont supprimés, cet argent ne doit pas être dépensé, faute de quoi il vous sera reproché d'avoir enfin les règles de gestion budgétaire. Lesquelles? En volant les candidats, par exemple? Attendez. Pareil également, si nous progressons, regardez très bien comment ça se passe ailleurs. Il est rarement dit, il est difficilement dit que l'on va préfinancer les candidats. Mais si vous le dites, donc, si vous le dites, il faut le faire. C'est là la question. Quand c'est prévu légalement, M. Mott, on finance puisque c'est dit légalement. C'est ça qui pose problème. S'il est dit qu'on ne finance pas, dans les systèmes dans lesquels... S'il est dit qu'on ne finance pas l'opposition ou les candidats, les candidats savent à quoi s'en tenir. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de la roublardise. Il y a des vides juridiques et des personnes qui sont assises, des personnes qui sont assises et qui sont assises à un endroit et qui décident de vous donner de l'argent. Non, j'ai pas terminé. Voilà. On va passer à un autre point. Les systèmes pour lesquels nous sommes pleins d'admiration en disant que ça fonctionne parfaitement, vous allez voir que lorsqu'il y a une campagne qui arrive, il y a les gens qui se ruent vers les banques pour pouvoir dire nous empruntons pour financer. Et lorsqu'ils ont fini de financer, à ce moment-là, on peut envisager les remboursements. Peut-être faudra-t-il qu'on tende vers ce système de remboursement-là, mais je dois vous dire une chose. Premièrement, on a relevé le montant de la caution, n'est-ce pas? C'était pour éviter des aventuriers. Le jour où vous ouvrez votre histoire là, en disant que de toutes les façons, venez, vous pouvez faire acte de candidature, vous sera versé de l'argent, vous allez vous retrouver avec 100 candidats, même les plus loufoques. Et vous ne faites pas la démocratie, vous ne faites pas une campagne électorale sans un minimum d'organisation. Et dans cette organisation, les moyens humains sont d'une importance, les moyens financiers le sont tout autant. Et c'est pour cette raison-là, je vous rappelle, et là quand vous dites effectivement, vous évoquez les voyageurs, vous n'avez pas encore fait la démonstration que l'ensemble des pains, l'ensemble des jouets, de matériel de campagne qui ont été distribués dans ce cadre par le candidat RDPC ont été financés par les fonds publics. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est l'argent du contribuable camerounais. Mais a priori, comme ça vous le dites, ou bien vous êtes sûr de cela? Non, de toutes les manières. On peut au moins reprocher à l'administration de se mettre en congé. Est-ce que peut imaginer le parti au pouvoir, toute la machine, lâcher un peu du lest par rapport à ce code, par rapport à toutes les récriminations entendues à gauche? Mais est-ce que vous êtes je suis heureux de voir pour la paix, pour la paix? Vous aimez le RDPC, on aime souvent s'approcher sur la paix. 3 personnes se plaignent d'un code. Je suis heureux. Vous êtes prêt à lâcher un peu du lest? Monsieur, c'est pas à nous de lâcher du lest, c'est la représentation nationale sur la base d'une négociation qui a été menée, qui a pensé que cette voie-là était... Donc pour vous, ce code électoral, une négociation il peut être perfectible, mais voilà. Je voudrais vous faire remarquer que vous voyez quand même que les Sambaka évoluent dans leur mode de fonctionnement, dans leurs critiques qu'ils assènent souvent. Il a exprimé un certain nombre de problèmes là tout à l'heure. Le seul problème qu'il a évoqué, c'était celui du financement. Effectivement, si on peut arriver à le codifier en disant qu'une fois qu'il y a une campagne qui est ouverte, on va rembourser. Mais il faut plutôt l'envisager en termes de remboursement de ce qui aura été engagé, sous réserve que ces dépenses ont été audité et approuvé. Voilà. À ce moment-là, ça peut être une bonne démarche. Voilà. Mais il ne faut pas envisager que l'on dise on va ouvrir les guichets et à chaque fois que quelqu'un va faire un acte de candidature, on va lui donner de l'argent. Non, c'est pas le désordre. Nous avons un des meilleurs codes du monde.
Ils peuvent bondir. Attendez, nous avons l'un des meilleurs codes du monde. Et il a souligné tout à l'heure, en disant qu'il y a une certaine transparence qui est organisée, mais qui peut être inopérante, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont démissionné. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la traçabilité de l'ensemble des bureaux de vote qu'il y a dans l'étendue de la République. Parce que nous avons... Aujourd'hui, attendez, aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'on ne peut plus nous reprocher d'avoir bourré les unes avant même que l'opposition ne commence. D'où l'exigence d'ailleurs de dire il faut qu'on soit là en temps et en heure pour être sûr que l'une va être ouverte au vu aussi de tout le monde. Troisième élément de transparence, c'est de dire effectivement qu'il faut que chacun soit là. Sauf que quand on vous dit chacun soit là, il vous dit non, non, dans les systèmes qui fonctionnent parfaitement, c'est l'administration qui assure tout ça. Totalement faux. Archi faux. Parce que même lorsqu'on demande aux machines électroniques d'assurer le vote, le comptage des votes des électeurs, vous allez voir toujours qu'il y a des audits qui sont faits pour avoir la sécurité nécessaire, qu'il n'y a pas un détournement du vote. Et partout ailleurs, si vous voulez faire un système transparent, il faut être présent pour pouvoir sécuriser votre propre vote. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il y a telle personne qui a en France, les candidats envoient les représentants dans les bureaux de vote. Il y a un cas, 2008, en France, élection territoriale. On a je parle des élections, nationales, l'élection présidentielle. Comme ça de toutes les élections en France, je suis désolé. Vous voyez tout en France en train d'avoir des représentants. Exactement, renseignez-vous. Monsieur c'est dans ce cas-là qu'on a retrouvé en 2008 un militant de l'UMP qui avait les chaussettes, les bulletins de son adversaire dans les chaussettes parce qu'effectivement il ne voulait pas qu'il soit décompté. Et effectivement, si vous n'êtes pas là, ne criez pas après, parce que très souvent vous avez même crié alors que vous n'avez aucun fondement pour pouvoir crier. Il faut être pour sécuriser le vote, non pas parce que les autres trichent nécessairement, mais au moins ça nous évite les faux procès très souvent que nous assumons, alors que peut-être que ça a été totalement transparent. Donnez-moi 20 secondes pour expliquer à mon frère Motte, parce que quand il parle comme ça là, il a affaire à des gens qui depuis 92 on est sur le terrain. Et on a traversé toutes ces élections. Mais on sait comment ça mais moi aussi, alors, non, le problème c'est que tu as 4-5 bureaux de vote dans ton village, nous sommes dans 500 bureaux de vote. Ça nous parfois. Moi je vais vous dire, monsieur Outou, si vous voulez savoir comment ça se passe, c'est que le code électoral que vous voyez est très mauvais. Il est mauvais pour celui qui va en compétition et qui n'est pas du parti au pouvoir. Il est bon pour celui qui est au parti au pouvoir, parce qu'il va le brandir et dire, écoutez, notre code électoral prévoit que les résultats sont donnés dans le bureau de vote. C'est vrai. Vous comprenez? Mais il faut pouvoir avoir accès à ce bureau de vote. Il a de 50 milliards. Parce que nous, ce qu'on retient, et ce que les Camerounais retiennent, c'est que sur 50 milliards, il y a eu environ 100 millions qui ont 100 millions de francs sur 50 milliards qui ont été donnés aux candidats qui ont, eux, donné plutôt 300 milliards. Vous comprenez? 300 millions. 300 millions. Donc ça devient un peu comme si la stratégie pour gagner les élections, c'est d'abord d'appauvrir les candidats. Parce que je ne connais pas un candidat en dehors du RDPC qui soit sorti de ces élections sans être appauvri. Vous comprenez? Parce qu'on a voulu faire des élections comme il se doit, il faut partir partout, il faut mobiliser, etc., etc. Tout le monde s'est appauvri dans cette affaire, sauf le parti au pouvoir, parce qu'il a utilisé les moyens de l'État, mais il a utilisé les cotisations de la nomenclature. Parce que ces gens qui gèrent les crédits, qui gèrent les banques, qui gèrent ceci, qui gèrent cela, c'est eux qui cotisent. Parce que les militants du RDPC reçoivent les pagnes, reçoivent le pain, reçoivent la sardine. Vous comprenez? Donc quand vous avez compris ce mécanisme-là, vous comprenez tout de suite que le Cameroun, pour qu'il se relève, ça va être difficile. Parce que plus les gens vont avoir un standing de vie normal, plus ils vont réfléchir normalement, puisqu'ils auront un peu de temps pour penser leur commune, pour penser la politique dans leur pays. Mais s'ils sont réduits à la mendicité à ce niveau-là, ça sera difficile qu'il y ait alternance. C'est la raison pour laquelle je répète encore que ce septennat, c'est un septennat d'ouverture vers la démocratie,
En commençant par le code électoral. Oui, et d'ouverture vers le consensus. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on vous a ouvert une fenêtre en verrouillant une porte. Vous comprenez? Il s'agit d'être d'accord sur le fonctionnement, sur les règles du jeu. Ok. Je peux admettre pour le déplorer que malheureusement, effectivement, quand on sort d'une campagne électorale, on peut s'appauvrir. Mais ce n'est pas un mal camerounais. Le Paquebo, siège du Front National en France, il a été vendu à la suite d'une campagne électorale foireuse. Vous avez des institutions comme le Parti Socialiste qui vendent leur siège parce qu'effectivement la campagne n'a pas été bonne. Pourquoi vous avez étudié beaucoup de mauvais cas comme ça? Non, mais c'est la réalité que non, c'est pas la réalité. Je ne suis la pas. La vérité, c'est que vous ressentez. Attendez. Vous prenez les exemples pour me les balancer à la figure quand ça vous arrange, quand ça vous arrange pas. Moi, j'ai pas le droit de les citer. Et ça devient ce que je disais d'ailleurs, et de manière générale, par principe. Lorsqu'on est dans la vie publique, c'est pour se mettre au service des autres. Et très souvent, quand on se met au service des autres, on s'appauvrit. Le maire qui est à côté de moi, il sait bien de quoi je parle. C'est-à-dire que quand on fait une campagne municipale, on peut sortir de la pauvre. Moi qui ai fait pendant des années à la fois les primaires et les campagnes de RDPC, très souvent je suis sorti de la pauvre. Mais ça dépend effectivement de pourquoi on fait les valeurs qu'on défend, la cause que l'on défend. Oui. Et effectivement quand on rentre là-dedans, on pense qu'effectivement qu'on a porté un certain nombre d'idées et un certain nombre de valeurs, effectivement qui sont retenues par l'opinion publique. On pense qu'on a fait son travail, mais on ne va pas en politique pour pouvoir gagner de l'argent. Et l'autre chose également, je ne veux pas vous parler de l'échelle des besoins de Maslow. Très souvent, les gens qui sont rentrés en politique, c'est des gens qui ont assuré un certain nombre de besoins et il reste ces besoins-là ultimes qu'ils veulent assouvir et donc très souvent, ça leur demande beaucoup de ressources. Et c'est les mêmes qui au Cameroun ont estimé que pour se faire élire, il faut donner du pain et de la sardine aux gens. Ah mais arrêtez avec des exemples loufoques. Non, oui, on peut être loufoque comme moi quand on a fait une campagne, quand on a parcouru 5000 km sur les routes en 15 jours, on peut se permettre d'être loufoque et dire ce qu'on a vu. J'ai une question pour vous, Achille. Ce que je conclue tout de même. Admettez qu'aujourd'hui, il est totalement illusoire de penser que l'on peut rentrer dans un bureau de vote et puis sortir avec les bulletins de l'adversaire. Si. Parce que très souvent, je ne sais pas comment ont été attendez, je ne vais pas faire le tour des urnes à travers la République, mais en ce qui concerne ma localité, vos poches sont contrôlées parce que l'isoloir est à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on vous donne justement les dispositions d'aller trier. Hein, une fois que vous avez fait, vous avez également la poubelle à hauteur de votre tête, vous mettez les bulletins de votre adversaire, vous sortez. La partie que l'on décriait à l'époque et qui pouvait accréditer l'histoire de sa vie. Attendez. Samuel, soyez exigeant. Samuel, dans ma localité à moi, il n'est pas représentatif du Cameroun. Samuel, écoute, mon cher ami, des exemples que moi je n'ai pas vécu, je parle de mon vécu à moi. Dans ton village, laissez-moi terminer avec l'histoire de Sabine. Hein? Oui. Dans le cadre des campagnes également, malheureusement c'est ça qui se passe ailleurs, partout ailleurs. Lorsque vous avez organisé un meeting, il y a toujours un cocktail qui suit derrière. Hein? Et ce n'est pas parce que quelqu'un aura pu participer à votre cocktail qu'il s'engage à vous voter. Et donc on peut admettre effectivement que lorsqu'on a parlé aux militants, lorsqu'on l'a retenu, on peut leur dire effectivement, vous pouvez boire une bière, mais la bière n'est pas un engagement à faire quoi que ce soit. Parce que votre histoire de Sabine, votre histoire de Sabine, ce n'est pas à hauteur du débat politique. Monsieur votre histoire de un exemple vivant, un jeune garçon, 16 ans, que je rencontre à Bafia. Oui. On est en déploiement sur le terrain. Oui. Il me dit, grand frère, il faut me choco, je vote pour ton candidat. Je me suis mis à pleurer. Qui a mis les Camerounais à ce niveau-là? Où on sait qu'à 16 ans, dites-lui que ce n'est pas possible. Mais justement, il vous dit justement que le RDPC, lui, nous donne... Je voudrais plutôt dire ceci, Serge, je te jure, le jour que Samuel aura à couvrir 300 bureaux de vote, moi j'en couvre 489.
489. Non, qu'il sorte de Ah, sa voilà, zone de troisième. confort pendant Attends. une élection présidentielle, qu'il Parce aille que à Gazawa, le jour par que tu exemple. auras 300, 400 millions de votes à couvrir en un seul jour, ton langage va changer. Non. Ok. Si, ton langage va changer. Parce qu'en Achille. réalité, ce que nous voyons sur le terrain, Oui. honnêtement, ça ne fait pas Ça guère. n'a rien à voir Ça ne fait pas avec guère parce que votre- quand vous regardez ce que Vous avez une peinture très- comment est-ce très que édulcorée, ces administrateurs-là, très jolie, et tout, elle font est pour changer les Achille, élections sur le terrain. oui, Serge Je vous en Abel. prie. Achille, j'ai également une fois de plus suivi votre champion ce matin sur Radio Equinox. Il parlait de cette condition, une espèce de préalable, si jamais on l'appelle, qui doit faire partie du prochain gouvernement. La première des choses, c'est qu'il faut véritablement toiletter le code électoral. On en est encore là. Oui, mais on en C'est a légitime. marre. C'est une l'épine condition dorsale, honnête. c'est l'épine dorsale de la problématique. Oui. Qui n'a pas participé au processus électoral est celui-là qui va venir vous dire que le code électoral est le meilleur. Mais au en même monde. temps, il y a une certaine opinion qui pense que vous étiez au courant des règles du jeu. Vous Oui, êtes mais quand même allé. être au courant des règles du jeu ne veut pas dire refuser d'aller participer au jeu. Des fois, on peut participer au jeu pour afficher aux yeux du monde les insuffisances de ces règles-là. Oui. Et tout le monde s'en est rendu compte. Avec les plaidoiries, par exemple, du MRC, du SDF, Oui. de Univers, devant le Conseil constitutionnel, qu'il y avait des problèmes. Qu'il y avait des problèmes, et j'aime souvent à le dire, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à prouver quelque chose Oui. qu'il ne s'est rien passé. Les juges ont l'habitude de prendre des décisions sur leur intime conviction. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas de preuves, et il vous dit, quand j'écoute ton affaire là, je regarde ça comme ça, tu as raison. Merci, et il Achille. rend une décision. Merci, Et Achille. c'est de ça qu'il est question. Non, la matière, Merci, la merci. matière, la matière n'est pas la même. Merci, cher monsieur. le fait Merci, que cher le monsieur. Le RDC 21. Le 21. Ah oui. Cédric Nouffelé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà le 20h, première édition de la semaine. C'est dans un instant 2 ou 3 escales qui vont meubler cette première édition du 20h de la semaine. Nous parlerons de cette nouvelle qui vient quelque peu entacher la cérémonie de prestation de serment de Paul Biya prévue demain. Il s'agit de l'enlèvement de 78 élèves d'un collège confessionnel situé à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Malgré le renforcement de la sécurité, il y a ces enfants qui ont été kidnappés. L'armée annonce qu'une opération ultime de libération de ces enfants captifs est en cours. Nous en parlerons dans le journal de 20h et nous vous donnerons le programme de la cérémonie de prestation de Paul Biya, président réélu. Dans un instant, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Nouffelé. Et tout de suite après, une autre attente, la résolution de la crise anglophone, toujours avec les 4 invités d'Equinox Soir aujourd'hui. Dans un instant. La suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités dans le débrief, toujours avec Achille Assako, Cyril Sambaka, Diop Théophile Kopnan et Samuel Maud. Je commence avec vous. Le plus important kidnapping, une soixantaine d'élèves et encadreurs enlevés très tôt ce matin. C'est un signal fort que les séparatistes ont voulu envoyer là. C'est surtout un événement regrettable. Cela dit, À la veille, il faut le rappeler à la veille de la prestation de on serment. n'insiste pas trop sur la veille. Ce sont des faits. Non, c'est devenu plus ou moins les modes opératoires des gens qui pensent qu'ils ont perdu la guerre, une bataille et la guerre en même temps. C'est quelque chose qu'il faut déplorer. Je ne suis pas sûr qu'ils se sont organisés pour pouvoir dire effectivement qu'ils vont les kidnapper à la veille de cette investiture-là. Si c'était leur calcul, je crois que le gouvernement va apporter la réponse nécessaire et que les personnes seront retrouvées. Je pense que c'est un événement doublement regrettable et ce serait souhaitable effectivement. Vous savez, cette histoire du Nord-Ouest là a commencé parce que on pensait que le président de la République était en défaut de légitimité parce qu'il était pratiquement en fin de mandat. Je crois qu'il y a une légitimité qui vient de lui être renouvelée. Il faudra effectivement, parmi les priorités qu'il aura pour demain, il y aura effectivement cette crise anglophone-là qu'il faudra résoudre nécessairement, parce qu'effectivement, je pense que ça a beaucoup duré. Il n'y a pas de raison. Dans une république, on discute. Dans une république, on met sur la table ses positions, ses idées que l'on défend, et on laisse le libre choix aux autres. Kidnapper n'est pas une valeur républicaine. Entraver à la vie de l'autre, ce n'est pas une valeur républicaine.
tuer quelqu'un dans un contexte comme celui-là, ce n'est pas une valeur républicaine. Il doit que ça, c'est lourdement condamnable, peu importe tous les motifs qu'ils pourront trouver pour pouvoir justifier leur forfait. Mais je pense que le gouvernement a montré, nos forces de sécurité ont montré effectivement leur capacité à résoudre ce genre de phénomène. Je pense que ce sera résolu. Djabtofil Kobna, une soixantaine d'élèves enlevés. Ça pousse le président à revoir son discours de demain par rapport à la crise anglophone? Absolument. Moi, je crois que cette histoire de la crise anglophone va de mal en pis et ça interpelle vraiment le président de la République. Serge, nous sommes ici au littoral. Nous parlons de cette crise comme si c'était quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est déplorable, c'est grave parce que je sors d'une réunion avec des camarades qui sortent de cette zone-là. Oui. Et quand ils vous parlez de la concertation de samedi. Quand ils vous relatent, ça fait froid au dos. Je connais des éminentes personnalités qui ont juré ne plus jamais remettre les pieds par là-bas. Parce que tout est brûlé, tout est parti. Et je crois que ça interpelle le chef de l'État. Parce que dès le début de la crise, nous avons dit à haute et intelligible voix qu'il faudrait que le chef de l'État personnellement s'imprègne de cette histoire et qu'il descende dans les deux régions concernées pour pouvoir apaiser les populations. Nous avons vu pour un problème d'enlèvement au Tchad, le président Sarkozy prend l'avion pour descendre et intervenir. Et ce n'était pas dans son pays. Mais combien de fois vous êtes dans votre propre pays, les enfants se déchirent, il ne faut pas aller dire arrêtez de vous bagailler, de vous batailler. Asseyons-nous, parlons. On envoie des délégations. Et vous connaissez comment ces délégations arrivent, avec arrogance et tout et tout. Vous connaissez, vous-même, vous entendez à la télévision comment ces délégations-là rentrent dans le nord-ouest, le sud-ouest, et ça s'adresse aux populations. Ce n'est pas de nature à apaiser les esprits. Donc, vivement que le président de la République prête son serment et qu'il descende réconcilier les cœurs. Ok. Je pense juste un petit mot. Oui, ça interpelle oui. certainement le président de la République parce que c'était le premier responsable de notre État, mais ça devait également nous interpeller tous. Et parce que ça nous interpelle tous qu'il ne faut pas continuer à rajouter en disant il y a des gens qui narguent les autres. C'est tout là doit tous nous interpeller et il faudra vivement parce que au-delà de tout, nous avons des vies humaines que nous perdons dans ce processus-là. Il y a également des ressources financières et des ressources matérielles qui sont mises à rude épreuve. Il faudra que ça s'apaise et qu'on n'en rajoute pas parce qu'on pense qu'à travers ça, on va bien embêter quelqu'un d'autre. Ça veut dire quand vous avez quelqu'un qui va dans le nord, vous êtes combien? Vous allez faire quoi? Est-ce que ça, c'est des langages qu'il faut tenir en temps de crise? Ok. Siri Sambaka, ça met, on va peut-être le dire comme ça met plus de pression encore au président de la République. Pas demain. Nous l'espérons parce que ça fait 2 de ans. 60 élèves enlevés. Ça nous rappelle un peu les demoiselles de Chibok, les lycéens de Chibok, avec Boko Haram. Et en plus de cela, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a un flou là. Parce que avant d'arriver ici, je disais précisément que les sécessionnistes disent qu'ils ne savent pas. Et ils revendiquent qu'on relâche ces enfants-là. Vous comprenez? Donc, cet embrouillamini, on ne sait pas très bien. La conclusion, c'est quoi? C'est que la guerre, c'est une mauvaise chose. La guerre, c'est une mauvaise chose parce que, moi, si cette guerre doit continuer, ça ne vaut même plus la peine que les parlementaires aillent à l'Assemblée nationale voter des budgets. Vous comprenez? Ça ne sert à rien du tout. Donc, il faut d'abord finir avec cette guerre. Et je pense que les conditions peuvent être créées pour que il y a une sorte de pacification, tout en mettant dans sa tête que la guerre civile, c'est quelque chose de très, très désobligeant. Parce que nous, qui avons connu cela, étant jeunes, ce n'est pas sorti de notre cerveau. Vous comprenez? Un enfant de 4 ans qui vit la guerre civile, jusqu'à sa mort, il aura ça dans son cerveau. Ça ne va pas partir. Il faut donc engager le dialogue inclusif. J'espère que les anglophones vont se retrouver pour essayer de voir tous ces problèmes-là. Et prévu le 21. Et je répète encore que sur votre plateau ici, je vous avais dit pendant la campagne électorale que le vrai Cameroun, ce sera après le 7 octobre. Parce que les élections dans lesquelles on s'engage ne sont pas des élections qui vont résoudre des problèmes. Les problèmes doivent être résolus après les élections. Donc nous y sommes, nous attendons le discours du chef de l'État demain pour l'analyser. Surtout c'est une journée fériée. J'espère que vous ferez une émission pour que
nous puissions dire ce que nous pensons de tout cela. Et puis, ma foi, j'espère que le Cameroun va être démocratique. J'espère que nous allons nous acheminer vers un Cameroun, n'est-ce pas, du consensus. Et Achille Assako, je vais reprendre la même question. Une autre pression sur le chef de l'État par rapport à son discours demain. Cet enlèvement en masse. Oui, bien sûr. Je vous ai dit que je n'aimerais pas être à sa place. Et le septennat commence de façon assez rude. Je vous ai dit que c'était un septennat de rupture et d'ouverture. La rupture avec les mauvaises habitudes que nous avons ancrées en nous. Et parmi ces mauvaises habitudes-là, c'est peut-être la façon de gérer le Cameroun qui a poussé les frères anglophones à réclamer un certain nombre de choses. Des choses qui sont connues, identifiées aujourd'hui. La commission Moussongue a fait un travail dessus. Donc le président de la République est au courant. Il sait ce qu'il a à faire. Nous attendons simplement qu'il prenne les mesures qui s'imposent. Et je pense qu'en résolvant le problème anglophone, on va le dire, il y aura beaucoup de problèmes de la zone francophone qui seront résolus par la même occasion. Ce que demande le peuple, c'est quoi? C'est la décentralisation, l'application de la Constitution de 1996, par exemple. C'est une certaine autonomie dans la gestion des affaires locales. C'est tout. Et si ces conditions-là sont remplies, comme cela est en train de se préfigurer, on m'a soufflé qu'il y aurait des élections régionales un peu avant les élections législatives. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas accepter cela. Rien n'est encore arrêté. Mais parce que lui, il le dit, peut-être qu'il a arrêté, mais je dis que ce ne serait pas un consensus, parce qu'on ne peut pas aller aux élections régionales avec ces conseils municipaux-là, qui ne sont pas encore allés aux élections. C'est pas possible. Donc, c'est pas le consensus. C'est des formules qui sont appliquées qui n'amènent pas à l'apaisement. C'est des petites choses qui, mises bout à bout, contribuent à créer un sentiment de frustration généralisée où tout le monde a forcément quelque chose à reprocher à quelqu'un au pouvoir en place. Donc, on a ce septennat qui arrive. Ça commence très mal, mais il faut surtout que le président de la République prenne les choses en main très rapidement avec ces enlèvements, des journalistes qui se sentent de plus en plus en insécurité. Je crois qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre et nous l'attendons au pied du mur. Voilà, Samuel Mout, parlant d'apaisement, parce qu'on attend véritablement un discours d'apaisement de la part du chef de l'État. Mais c'est un homme de paix, le chef de l'État. Oui. Sauf que là, vous avez commencé à dire que l'une des choses que l'on peut louer en lui, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un État paisible. Vous dites, cela va de soi. Non, c'est un homme de paix. Et c'est justement parce que c'est un homme de paix que très souvent, effectivement, on a laissé un certain nombre de phénomènes se développer en pensant que les gens vont revenir à la raison. Parce que dans mais 2 années quand même, Samuel Mout. Mais justement, dans le schéma, non, mais on attend effectivement que là aussi les gens reviennent à la raison. Parce que dans ce long cheminement-là, vous savez, qu'est-ce qui va se passer si dans la précipitation, effectivement, ou alors dans l'urgence, on avait envoyé les gens là-bas, mais d'ailleurs très souvent, lorsqu'on a envoyé... Mais c'est les vies humaines qui sont en jeu, Samuel Mout. On peut aller même dans l'urgence. Il y avait une formule célèbre, il faut donner le temps. Très souvent, le temps également peut nous apporter des solutions. Et effectivement, s'il y a une solution plus agréable qui peut venir parce qu'on a eu de la patience, on peut également la prendre. Mais là, effectivement, je pense que ça commence à être urgent. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Très souvent, lorsqu'on a développé ce phénomène-là aujourd'hui qui nous coûte en vie humaine et en matériel et en... Voilà, et qui met à mal notre économie, très souvent, on a pensé qu'on allait le faire parce qu'il y avait un défaut de légitimité quelque part. Nous avons une légitimité qui vient d'être renouvelée au chef de l'État. Je pense qu'il prendra les mesures nécessaires. Mais vous savez très bien, l'histoire nous enseigne également que la plupart des décisions que le chef de l'État a prises tout au long de sa vie publique, c'est également des situations, que ce soit sur le plan personnel, typiquement personnel, que ce soit sur le plan de la gestion de la nation, il a toujours su prendre au moment opportun des bonnes décisions. Là également, je pense qu'il y aura de bonnes décisions qui vont être prises pour que cette paix-là arrive. Mais là également, quand je disais à mon ami tout à l'heure, monsieur le maire, il ne faut pas en rajouter, oui, effectivement. S'il y a des gens qui ont des écarts de langage en s'adressant aux populations, ça on peut le souligner. Mais ne les soulignons pas à grands traits, parce que là également, nous sommes de raviver un certain nombre de craintes.
là, nous devons considérer qu'en ce qui concerne cette crise-là, elle nous interpelle tous et qu'il faut qu'on trouve des voies et moyens pour que le dialogue qui soit renoué. Parce que, vous savez très souvent ce qu'ils ont dit, hein, pendant qu'on essayait effectivement de trouver, de sécuriser, ils ont dit il y a une armée d'occupation, comme pour dire que dans ce pays-là, il s'est déjà acquis qu'il y a d'un côté les anglophones et de l'autre côté les francophones. Il n'y a pas d'armée d'occupation. Il y a une armée républicaine qui pense à sauver les vies humaines, que ce soit des vies qui sont à l'extrême nord, à l'est, au centre, au sud et à l'ouest. Ça également, je crois qu'il y a des efforts nécessaires qui doivent être faits, mais je n'en doute pas un seul instant que ça fait partie effectivement des préoccupations de ce secteur-là, en disant qu'on va retrouver l'écriture habituelle. Justement, il y a le cardinal Toumi et 3 autres ministres du culte qui sont au four au moulin depuis le mois de juillet, depuis le 25 juillet dernier, et la première conférence a été renvoyée là. On espère que celle du 21 et 22 novembre. Est-ce que vous imaginez un scénario où, dans les jours qui suivent, la prestation de serment de Paul Biya, le président convoque à étudier à Yaoundé le cardinal Toumi et les 3 autres pour parler du problème anglophone? Je pense que si la solution passe par là, ils seront convoqués. Mais également, il faudra également que la plupart des protagonistes, tout au moins des gens qui veulent s'impliquer dans la résolution de ce problème-là, également montrent leur neutralité. Le problème qui s'est posé très souvent avec un certain nombre de prises d'opposition, c'est que très souvent, nous avons eu l'impression que c'est une prise d'opposition orientée. Mais de toutes les façons, quelle que soit la situation, vous savez, une vie humaine de perdue, c'est quand même quelque chose de douloureux. Okay. Et donc, d'où que viendra la solution, on la prendra. Elle viendra certainement du clergé, on la prendra. Elle viendra certainement des hommes de la société civile, on la prendra tout de même. Elle viendra peut-être des partis d'opposition, on la prendra parce que si la paix passe par là, il serait également tout un honneur au Cameroun de pouvoir sortir de ce conflit-là. Ok. L'opposition. Moi, je pense que M. Mott doit dire à son parti, et notamment à ceux qui nous gouvernent, que nous sommes le seul pays africain où on parle de multipartisme et l'opposition n'a pas de statut. Il faut le savoir. C'est-à-dire que ces quantités négligeables, on le voit jusqu'à la répartition des interventions pour les élections. Il faut déjà que nous nous respections. Il faut que nous nous aimions. Il faut que nous sachions qu'on appartient à une nation, que nous sommes des patriotes et qu'aujourd'hui, c'est le RDPC, demain ça sera l'UDC, ça sera le SDF, ça sera le MRC, ça sera le PURS. Vous comprenez? Il faut qu'on accepte ça et qu'on intègre cela. Sinon, on fait semblant. Et je vous dis, et je vous répète encore, que dans des négociations qui ont été comme celles qu'on a vécues là, avec les gens qui sont partis de Yaoundé, avec cet esprit-là, aller négocier et mettre le feu, n'est-ce pas, dans la zone anglophone, il faut que les négociations soient sincères, franches, et que le but de cette table ronde soit de trouver une solution qui mette les Camerounais ensemble, mais qui ne mette pas des vainqueurs ni des vaincus. Parce que si nous partons avec cet esprit-là pour négocier avec des gens qui ont perdu en vies humaines, qui ont des villages brûlés, etc., etc., si nous partons avec le même esprit, sans avoir en tête que nous allons consolider un pays, que nous allons réconcilier un peuple, réconcilier un pays, ça va être difficile. Et si c'est difficile, c'est tout le Cameroun qui va en souffrir. C'est la raison pour laquelle je dis, quand on va à une négociation et trouver un consensus, cela suppose qu'on est prêt à laisser quelques trucs, n'est-ce pas? Et qu'en face, ce sera la même chose. Mais si on part avec l'esprit que nous avons connu, c'est pour ça que nous espérons que ce septennat va être un septennat de la révolution mentale, n'est-ce pas, au sein du parti au pouvoir, pour comprendre que le Cameroun appartient à tous les Camerounais et qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui vont dicter aux autres, mais ceux qui vont s'asseoir. Avec la vague de contestation et de protestation, les batailles pour le contrôle du football camerounais sont donc déjà ouvertes. Le processus démarre le 11 novembre prochain par les élections au sein de la Ligue départementale de football. On en parle dans cette édition de 100% foot. Serge Ala. Vous en parlez avec qui?
Avec nos invités qui seront en plateau avec nous, Gauthier Boulard qui est expert des litiges auprès de la Fédération internationale de football association. Il est au Cameroun pour défendre les dossiers des joueurs camerounais qui ont été abusés par le club du côté du Maghreb. Il y aura également Pamphile King qui est entraîneur de football et directeur du parcours Vita de Douala. Il est également vice-président de la sous-commission des compétitions du comité des sites de la ville de Douala pour la prochaine CAN qui sera organisée en 2019 au Cameroun. Voilà du très lourd dans 100% foot tout à l'heure avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Dites-moi Achille Sako, demain vous êtes à Yaoundé pour la cérémonie? En principe, oui. Si tout ça va veut bien. dire quoi? Vous avez reconnu Paul Biya, c'est le président pour vous, pour le PURS? Paul Biya est le président de la République désigné par le Conseil constitutionnel, désigné par le Conseil constitutionnel comme ayant été élu par le peuple camerounais. Voilà, parce qu'on a vu votre siège vide lorsque Clément Tangana proclamait les résultats. Oui, bien sûr. Vous l'avez finalement reconnu, Paul Biya. Merci. On n'avait rien à faire de ce côté-là. On n'avait pas votre siège était vide, tout comme le siège de l'UDC. Merci à vous, cher monsieur. Merci. Merci à vous, Dr. Fekwana. Merci, Serge. Je crois que le plaisir était le mien. Et chaque fois que je serai invité, je ferai le plaisir d'être toujours là. Voilà, merci à vous Samuel Motte. Merci pour cette aimable invitation, c'était ma première. Oui. Votre baptême du feu. Voilà, je crois que je reviendrai avec beaucoup de plaisir la prochaine fois. Okay. Je voudrais insister sur le fait que le président Paul Biya a été proclamé comme étant le président élu par les Camerounais. Okay. Pas désigné, parce que quand vous dites désigné, c'est voilà. que c'est merci, madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir, rendez-vous demain 19h. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Yingui, dans le département du Cam. Pourquoi précisément Après Georgetown aux États-Unis, IUC prend le